Bonjour. Alors, on va se faire un beau gros exemple. Vous pouvez mettre pause et reculer le vidéo à mesure si vous voulez. Vous pouvez ralentir le vidéo, accélérer la vitesse au besoin. Cet exemple-ci va mettre en application les trois principaux aspects, si on veut, là, les trois éléments clés qu'on a vus dans les trois dernières capsules, hein? La deuxième loi de Newton, comment on calcule un moment d'inertie et comment on calcule des moments de force sur un objet. Vous avez compris qu'il y a 5 forces là, qui agissent sur mon objet. Je l'ai décrit en trois parties. Ben, quatre tiges, un anneau et une sphère. Il y en a 5 à calculer des moments de force. D'accord? On va faire ça ensemble. Je vais probablement séparer ceci en trois petites capsules. Donc en premier, pour pouvoir utiliser la deuxième loi de Newton, il faut connaître le moment d'inertie. Donc j'avais écrit 3 points là ici. On va commencer par le deuxième. On doit déterminer le moment d'inertie de cette structure-là. Si on était dans un manuel comme le Lafrance ou le Benson ou le Séguin, on nous aurait mis ça en 3 questions probablement, 3 sous-questions ABC. Déterminer le moment d'inertie, déterminer les moments de force sur chacune des forces et ensuite déterminer l'accélération. L'un est nécessaire à l'autre. Donc voilà, on va le séparer en 3 comme ça. Puis je vais séparer en 3 capsules ABC. Le moment d'inertie ici, total, si on veut, parce qu'il y a plusieurs structures. Il y a une sphère au centre. Donc on va avoir le moment d'inertie de la sphère. Je vais peut-être écrire le sphère, genre en exposant le I de la sphère. Et c'est un ICM parce que la sphère tourne autour de son centre de masse. C'est M pour centre de masse. Ce sont les I qu'on a directement sur notre feuille de formule. Dans tous les manuels, là, il y a une page où on donne les I pour différents objets. Ceux qui sont donnés pour la sphère sont des I pour un axe qui passe par le centre de la sphère. Si on était dans un dessin 3D, là, comme ça, on aurait un axe qu'on pourrait visualiser comme ça, là, qui sort, qui passe à l'intérieur de l'objet, puis qui ressort en arrière. Puis ça tourne là, autour de cet axe-là. D'accord? Puis, donc celui-là va être facile. On prend le I directement de la feuille de formule ou de la page. C'est 393 dans le Benson. Dans la France, c'est 300 quelque chose ou 400 quelque chose. C'est toujours à la section des moments d'inertie, là. Je devrais juste sortir mon livre puis vous le dire. Mais vous êtes capable de le trouver. Pour l'anneau, on a une sphère, un anneau. C'est aussi un anneau qui tourne autour de son centre de masse. Puis on a 4 tiges. On a les dimensions puis les masses, là. 4 tiges de 250 grammes, 50 cm, une petite virgule ici, ou un et, fixe la sphère au centre de l'anneau. Mais est-ce que les tiges tournent autour de leur centre de masse? Non. Est-ce qu'ils tournent autour de leur extrémité? Ben, même pas. Ils tournent autour de ce point-là, là. Ça, c'est le pivot ici. Eh bien, il va falloir utiliser le théorème des axes parallèles. Moi, j'ai tendance à me mettre un symbole pour me le rappeler. Donc, on y va. On va commencer par le I de la sphère. Pour une sphère. On dit que la sphère est creuse. Donc, vous pouvez aller voir sur votre feuille de formule. C'est un multiple de la masse de la sphère fois le rayon de la sphère au carré. Une fraction ici, devant. Pour une sphère creuse, vous l'avez trouvé. Sur votre feuille de formule, dans votre livre.
C'est là que vous devez trouver ces formules-là. Normalement, à l'examen, vous avez une feuille de formule. Je vous suggère de travailler avec cette même feuille de formule-là quand vous vous préparez. Une sphère creuse, c'est comme une coquille et c'est bien 2/3 de mr carré, n'est-ce pas? Puis on va prendre le rayon de la sphère, la masse de la sphère. Le I pour l'anneau, c'est aussi un anneau qui tourne autour de son centre. Et là, vérifiez sur votre feuille de formule, dans votre manuel. Ici, on a un 1. En fait, on n'a rien du tout. C'est 1. Masse de l'anneau, rayon de l'anneau. Okay, vous pouvez mettre des chiffres là-dedans, le calculer. Pour le I de la tige, ben, on en a 4 des tiges, là, donc on peut multiplier par 4 dès le début. On doit utiliser le théorème des axes parallèles pour la tige, là. Parce que la tige ne tourne pas autour de son centre. À quelle distance de son centre il se trouve l'axe? Allez voir là la deuxième capsule où est-ce que je parle du moment d'inertie. Ça, c'est la distance D de par laquelle on a déplacé l'axe de rotation par rapport où on a placé l'axe de rotation à quelle distance du centre de masse de la tige. Parce que on doit, pour un moment d'inertie, pour un axe qui ne passe pas par le centre de masse, aller revoir le théorème des axes parallèles, on doit rajouter m, la masse de l'objet, fois cette distance-là au carré. Ensuite, avec les valeurs dans le texte, là, on peut trouver les distances qu'on doit utiliser dans les formules, dans les équations. Donc, le ICM, théorème des axes parallèles, on prend le ICM de la tige. Je vais l'écrire. On a 4 tiges et on utilise le théorème des axes parallèles. Le ICM de la tige, c'est 1/12 de la masse de la tige fois la longueur de la tige au carré. 1/12, c'est bien ça. Vous pouvez vérifier là, dans vos formules, dans vos feuilles de formule. Ensuite, on va combiner tout ça ensemble pour avoir le I total. D'accord? Je vous laisse calculer ça. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et calculer ça. On compare nos trucs quand vous le remettez en marche, le vidéo. D'accord? Donc le procédé n'est pas si compliqué. Il faut juste le faire comme il le faut. J'ai choisi des chiffres là, quand même assez faciles à manipuler. On aura 2/3 d'une masse de 1 kg. La sphère, c'est une masse de 1 kg en haut à droite, avec un rayon de 0,5. 0,5 c'est une demi. Une demi au carré fait un quart. Un quart fois 2/3, je crois que ça fait un sixième. Vous pouvez le calculer. 0,166. Et on a des kilogrammes mètres carrés. Ensuite, la masse de l'anneau, le rayon au carré, oui. Attention. Donc, simplement 1 fois 1 au carré. On a donc 1 kilogramme. L'anneau a beaucoup plus d'impact parce qu'il est toute sa masse très loin de l'axe de rotation. La sphère a la même masse, mais comme sa masse est plus concentrée autour d'une sphère 3D, on ne voit pas très bien sur le dessin 3D, mais bon, son I est très petit, la sphère, 1/6 de l'autre, parce que, donc je disais, l'anneau a toute sa masse loin de l'axe, alors que la sphère est plus proche de l'axe, pour sa masse en moyenne. Allons à la tige, les 4 tiges, pas oublier de faire x4. Le D, ce D-là, okay, donc on a 50 cm ici. Ça, c'est centre de masse ici. L'autre, c'est centimètres. Aïe, aïe, aïe.
Attention à ça, hein? cm pour centre de masse et non cm pour centimètre. Et ici, on a la moitié de la longueur de la tige, donc un autre 25. Donc le D en question, il vaut 75 cm, 0,75 mètres. Le D. D'accord? Donc on a 4 fois 1/12 d'une masse de 0,25, 250 grammes, fois la longueur de la tige, 50 cm, 0,5 mètres, auquel on rajoute une grande parenthèse ici, auquel on rajoute la masse 0,25 fois le D qui est de 0,75 au carré. Si vous les calculez séparément, les chiffres là, le premier chiffre me donne ici 0,005 et celui-là me donne 0, les deux ensemble, c'est-à-dire une fois les deux ensemble, je n'ai pas calculé celui-ci séparément, ça m'a donné 0,14 que je dois faire multiplier par 4 là. Ça, c'était pas une tige. Faites le calcul de toute façon par vous-même. Si je fais une erreur de calcul, je perds un point. Vous me l'écrirez dans les commentaires. Puis, on s'en reparlera. Mais bon, je vérifie mes calculs. Là. Vous pouvez mettre pause, vous aussi. Moi, je pose l'enregistrement, puis je revérifie mes calculs. C'est bon, je crois que je suis confiant. Quand on fait x4, ici, on obtient le 0, oh, crayon. 0,58, si je me trompe pas. Ben oui, je vous abandonne pas. 0,58 avec une série de 3 par la suite. 5, 8, 3. Ok, donc ça c'est pour les 4 tiges ensemble. J'ai déjà multiplié par 4. On va rajouter à 1 et à 0,16. On se retrouve à 1, presque 75 au total. Le I total, si on additionne tout ça ensemble, vous pouvez le faire chacun de votre côté, là. On obtiendra 1,7 5 pas mal pile. Si vous arrondissez pas, vous aurez exactement ça. D'accord? Donc, c'est la première étape. OK, on veut calculer l'accélération angulaire. Mais pour calculer l'accélération angulaire, on a besoin du moment d'inertie de la structure qui va tourner. Prochaine capsule, on va déterminer tous les moments de force, de toutes les forces qui sont agissantes sur l'objet, les flèches rouges qu'on voyait ici. D'accord? On se revoit dans la prochaine capsule.